Donc, moi, je me suis prêté un peu à l'exercice. L'idée, c'était de questionner l'actualité d'Escarpit. Moi, je l'ai fait un peu autour de mes problématiques de recherche à moi. Juste avant de commencer, peut-être un petit témoignage presque empirique. Donc, on est pas mal ici à être un peu, je le dis de façon métaphorique, on est un peu le fils d'Escarpit. Euh, je dis pas ça parce que ma mère était secrétaire d'Escarpit il y a une quarantaine d'années, ce qui est vrai, à la faculté de lettres et sciences. C'est un peu touchy ce que je dis, mais non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas le fils. Je ne suis pas un candidat, c'est pas Pour ceux qui restent suffisamment longtemps, nous procéderons à un test ADN avant l'heure de l'apéritif. Non, pour dire qu'effectivement, bon, mis à part le fait qu'effectivement ma mère l'ait connue très jeune par hasard de circonstances, moi j'ai fait mes études en sciences de l'information et de la communication dans les années 90. Je suis un peu la deuxième, voire la troisième génération de chercheurs un peu en infocom. J'ai fait l'IUT de com, donc l'IUT de communication à Bordeaux, qui a été fondé par Robert Scarpit, qui a été dirigé par lui pendant 20 ans. J'ai fait ensuite l'ISIC, donc j'ai fait mon cursus en sciences de l'infocom. Et je suis de cette génération de chercheurs aussi. Je suis tombé en plein dans le numérique, évidemment, puisque c'était le début de la massification des usages de l'informatique et de l'Internet. Et à cet égard-là, je voudrais témoigner aussi du fait que le jour où on m'a mis ce livre, Théorie générale de l'information et de la communication, alors que je ne connaissais pas le personnage, j'avais déjà fait mon IUT, j'étais en licence, je me rappelle, j'ai été extrêmement surpris quand on m'a dit qu'il était de 74. Parce qu'en fait, ça a été tout de suite une grille d'interprétation assez fondamentale devant ce qui est en train de se produire sous mes yeux, mais sous nos yeux finalement, de cette massification des usages de l'informatique, cette pénétration vraiment, à l'époque, même le mot TIC était encore un peu, entre guillemets, un peu balbutiant, quoi. Il n'était pas institutionnalisé, on parlait encore de cette expression, j'en parlais que je pense effectivement heuristique et intéressante, et peut-être dommage qu'on l'ait abandonné, de machine à communiquer. Qu'avait évoqué Scarpit et puis Schaeffer aussi dans d'autres travaux. Donc voilà, donc l'objet là, ici, c'est de vous présenter brièvement un peu la réception aussi qu'a fait, il me semble qu'il a fait une réception tout à fait intéressante et très nuancée de la cybernétique. Ça lui a valu des critiques, je pense, parce que peut-être taxé de fonctionnalisme ou d'avoir une approche des fois. Je pense qu'il a, au contraire, j'ai dit, rendu un certain nombre une certaine valeur à des travaux qui ont été menés en cybernétique, tout en pointant tous les dangers qui étaient inhérents à ça, mais il l'a absolument pas. Il l'a placé en tout cas au cœur des études de sciences de l'information et de la communication dans cet ouvrage-là. Et à cet égard-là, ça me paraît effectivement tout à fait intéressant. Donc moi, je m'intéresse ici à deux livres d'un genre différent. On l'a dit, on n'a pas arrêté de le dire, qui communiquent de façon très différente ces idées, finalement, Robert Scarpit. Donc deux livres qui ne sont pas aussi écrits dans le même temps, puisque le Littératron date de 64. Donc il y a quasiment 10 ans d'écart entre les deux livres, Théorie générale de l'Infocom 74 ou 76, je ne sais plus exactement. Donc l'un qui est, on serait tenté d'appeler ça de l'anticipation scientifique, ce n'en est pas, puisque c'est une narration qui se passe au présent, je vais en parler un petit peu. Et puis, évidemment, une façon... Donc, ces deux ouvrages, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est ce que je voulais dire, évidemment, c'est qu'ils traitent, en gros, pas directement pour le littératron de la cybernétique, mais indirectement, oui, mais en tout cas, ils traitent de l'intelligence artificielle, de l'imprégnation de plus en plus évidente de la pénétration des technologies dans nos sociétés, des technologies de traitement de l'information, c'est ce dont il est question ici, et en particulier de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ce qui me semble intéressant dans les deux ouvrages aussi, c'est qu'il a donné des clés d'interprétation à cette intégration des technologies dans la société qui sont aujourd'hui encore tout à fait pertinentes. Donc je m'intéresse dans Théorie générale de l'information et de la communication à deux chapitres précisément qui portent sur l'un qui s'appelle La famille Frankenstein et l'autre qui s'appelle Le rêve cybernétique. Donc on voit tout de suite que c'est, ne serait-ce qu'à travers les titres, que Scarpit a accordé une importance, et je pense que ça a engendré beaucoup de travaux en Infocom aussi, sur les imaginaires en fait, qui président, alors qu'ils ne sont pas évidemment, c'est pas ce qui génère l'innovation technologique, mais en tout cas qui président pour beaucoup au déploiement des innovations technologiques, et particulièrement dans le cas de ces technologies-là, qui sont animées effectivement par des imaginaires, traversées, irradiées par des imaginaires, qui sont bien souvent pas du tout évidemment contemporains de l'informatique. Ce qui est intéressant, qui pose dans
la famille Frankenstein. Au début, l'idée de la famille Frankenstein, évidemment, c'est de questionner les expectatives qu'on investit dans la potentielle création d'une intelligence artificielle. Et évidemment, la théorie mathématique de l'information et puis la cybernétique vont nourrir ces espoirs. Et puis vont être finalement les acteurs aussi. Et il nous dit dès le départ que l'exigence du canal peut être effectivement définie à partir de la théorie mathématique de l'information, mais que celle de la source humaine ne se laisse pas enfermer dans un système probabiliste. C'est comme ça qu'il commence son chapitre, en insistant sur le fait que ce qui fait l'originalité et le prix inestimable de la pensée humaine, c'est le pouvoir de non-pertinence, l'imprévisibilité vraie de l'énonciation, et non l'imprévisibilité domptée à l'intérieur d'un système probabiliste. Là, c'est aussi un pic un peu directement adressé à Wiener et à son livre Cybernétique et Société, puisque, pour ceux qui l'ont lu, le premier chapitre de Cybernétique et Société s'appelle « Le hasard est une notion scientifique ». Et en tout cas, on sent la tentation derrière cet écrit de dire qu'effectivement, l'homme aussi pourrait rentrer dans ces schémas probabilistes et statistiques. Donc, ce que montre en tout cas, qui me semble important, Escarpit, c'est que dès le départ, autour du projet cybernétique, et on va le voir, ça commence avant ça, le problème que pose la source humaine à l'ingénierie moderne, pas nécessairement à Shannon, mais en fait à ce que ça fait engendrer comme pensée, c'est le branchement de cette source humaine sur le canal de communication avec la machine. Et c'est l'idée qui traverse en tout cas ce chapitre, c'est l'idée de façonner un homme compatible. Ce qui est très intéressant, je trouve, et heuristique dans cette pensée-là, c'est qu'il nous fait tout de suite réfléchir au rapport homme-machine, d'une façon assez originale, de dire qu'effectivement, tous les savoirs-pouvoirs qui sont en fait corrélatifs à la création d'une créature artificielle ou d'une intelligence artificielle, il y a un double versant, c'est-à-dire que si on arrive à produire une intelligence artificielle, on sera en mesure aussi d'artificialiser la nature humaine. Autrement dit, et c'est ces termes d'en faire, c'était le terme aussi qu'on employait au début pour les premiers dispositifs d'intelligence artificielle, ou ce qui pouvait s'en rapprocher, une sorte de cerveau-mécanisme dans une société mécanisée. Donc, et c'est en ce sens-là que je parle d'une dimension politique qui l'interroge d'emblée, frontalement, vis-à-vis du projet de la cybernétique. Donc il le dit tout de suite aussi que cette entreprise, évidemment, elle déborde son propre objet, elle ne porte pas du tout que sur la technologie, elle porte sur le schéma mécaniste de la communication appliqué à la structure sociale. Finalement, la cybernétique, elle est aussi, elle va faire naître un projet d'ingénierie sociale globale qui n'est pas forcément celui de Wiener. J'y insiste parce que Escarpit, peut-être contrairement à Breton, qui a été, il me semble, beaucoup tout critique à l'égard de Wiener, Escarpit rend quand même hommage à Wiener, qui est peut-être le père de la cybernétique, mais qui est le premier à avoir souligné les dangers inhérents à leur application dans le champ social. Voilà, le taxé d'anti-humaniste, c'est quand même vite fait. C'était un homme profondément antilibéral aussi, donc c'est pas parce qu'il était américain qu'il était effectivement fasciné par tout ça, au contraire. Donc voilà, il y a une sorte de virtualité en fait dans les travaux que pose la cybernétique qui échappe naturellement à son fondateur. Donc ce que montre finalement Escarpit, c'est que l'enjeu derrière ces travaux sur la création d'une machine artificielle ou d'une intelligence artificielle, c'est le façonnage d'un homme compatible. On va s'évertuer à rendre l'homme compatible avec la machine. Et évidemment, la machine, c'est pas neutre. La machine, elle est pétrie par l'intention humaine, par des intentions politiques, celles des concepteurs. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Évidemment, ça résonne de façon, je pense, c'est très pertinent pour questionner ce qui se passe aujourd'hui, puisque finalement, alors ça, ils ne pouvaient pas le percevoir à l'époque, mais on a fait rentrer, effectivement, à travers ce qu'on peut appeler le profilage algorithmique, on a réussi à brancher la source humaine sur le canal de communication avec la machine pour produire cet homme compatible qui effectivement se laisse ou se trouve de plus en plus enfermé dans un système probabiliste, notamment à travers les techniques du machine learning, continu et persistant, ce profilage qui finalement rend l'homme
perpétuellement dans une fuite en avant, tout le temps compatible avec les systèmes qui l'accompagnent, qui évoluent en fonction de lui, mais qui nous mettent dans une situation, effectivement, ou dans une considération. Je vous renvoie aux travaux d'Antoinette Rouvroy, par exemple, contemporain sur la gouvernementalité algorithmique, qui montre de façon assez pertinente comment, finalement, on est en train de modifier la personne au profit d'une image profondément comportementaliste et informationnelle de ce qu'est l'homme. Et effectivement, si on regarde les travaux contemporains de l'ingénierie informatique, force est de constater que massivement l'ingénierie informatique s'est orientée vers la modélisation du comportement humain pour piloter son action sur le monde. Alors c'est évidemment pétri de bonnes intentions, mais donc ça fait l'objet d'ailleurs d'un numéro d'études digitales et d'une journée d'études qu'on avait menée à Bordeaux sur le gouvernement des données. La volonté qui se dissimule derrière ce profilage, c'est aussi un objectif de gouvernementalité. Alors, ça renvoie à Foucault, mais finalement la cybernétique, c'est quoi? C'est le pilotage de l'action, c'est l'optimisation du pilotage de l'action, c'est le gouvernail, c'est ce que veut dire littéralement cybernétique. Eh bien, il me semble qu'on est rentré un petit peu dans cette ère-là, où un des objectifs fondamentaux du développement de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir organiser les conditions de possibilité de l'action des êtres humains à l'intérieur des environnements augmentés, par exemple. Et c'est un projet qui me semble que tout de suite, Escarpit avait perçu dans les années 70. Voilà, bon, je vais revenir en arrière juste pour les petites images. Je montrais juste, évidemment, pour montrer finalement les affinités, mais en tout cas, c'est pas un hasard si... c'est pas un hasard si Norbert Wiener a appelé son livre Cybernétique et Société, qui était sous-titré L'usage humain des êtres humains. Donc il pose déjà cette question, finalement, du danger à chercher cet homme compatible ou à le façonner. Et là, je mets des travaux aussi plus récents, des travaux qui portent précisément sur cette volonté de gouverner par les données, de gouverner par les intelligences artificielles, et notamment les travaux de la physique sociale d'Alex Malton, qui est un peu le gros chantre du big data de ces 10 dernières années. Donc, ce qui montre, qui est très intéressant, c'est qu'il y a une sorte de constante depuis la révolution industrielle, en gros. Et il montre, alors il fait une genèse qui est intéressante, qu'on retrouve dans plein d'ouvrages qui ont suivi sur les sciences de l'information et de la communication, qui ont tenté de tracer une forme de genèse des technologies de l'infocom, chez Flichy ou chez d'autres, qui sont beaucoup inspirés de ces idées, de dire qu'effectivement, du plus rudimentaire cylindre à picot qui permet de créer le piano automatique ou l'orgue de Barbarie, qui est en fait un des premiers usages de la programmation avec des cartes perforées, ou plus tard le métier de jacquard, des choses comme ça, qui vise à automatiser la pensée opératoire pour la cibler dans des machines. C'est la même recherche, c'est ce que dit littéralement Escarpit, de l'esclave perdu. Donc il y a une sorte de fantasme partagé de vouloir déléguer, en quelque sorte, ces termes aussi, ça me fait penser aussi à la sociologie de l'innovation en technologie, à Bruno Latour qui parle comme ça d'opération de délégation dans les dispositifs technologiques. Délégation sous-entendue de notre intentionnalité, de notre responsabilité, de voir nos désirs finalement se réaliser sans avoir à produire le moindre effort. Donc c'est aussi, là je prends une phrase que j'aime beaucoup de Jean Baudrillard, qui dit que le fantasme de l'automation, il expulse l'homme dans une irresponsabilité spectatrice. Et il me semble que c'est de plus en plus ce genre en tout cas c'est ce vers quoi on veut nous faire tendre aujourd'hui. Si vous connaissez un peu toute la vulgate qui s'est déployée autour de l'expérience utilisateur, des interfaces invisibles ou des choses comme ça. Et puis, donc vous voyez, c'est un peu patchwork ce que je vous présente, mais c'est parce que ça me paraît intéressant de voir comment il y a vraiment des choses fulgurantes dans la pensée d'Escarpit qui peuvent tout à fait aujourd'hui trouver une résonance dans le contexte actuel. Alors, il dit cette phrase aussi, qui n'est pas celle de McLuhan, évidemment, qui la tempère. Vous parliez hier du McLuhanisme, et puis de cet aspect prophétique. Évidemment, le médium et le message, c'est très provocateur comme formule, mais on voit là qu'il s'est inspiré finalement peut-être de McLuhan pour exprimer cette idée-là, mais il la nuance en disant la contrainte du canal préforme le message. Il a cette phrase aussi que je trouve très pertinente pour questionner ce qui se passe aujourd'hui. Il est possible pour le programmeur de filtrer l'information d'entrée et de choisir les signaux qui seront amplifiés, modifiés, combinés ou éliminés en feedback. Ce contrôle d'information lui donne un pouvoir considérable. Il est donc essentiel d'identifier le programmeur, ou du moins de connaître ses intentions.
Ça me paraît aussi quelque chose finalement. Donc je parle de politique des algorithmes. Alors, je fais référence par exemple aux travaux de Cardon, c'est sûrement le petit livre qu'il a écrit, À quoi rêvent les algorithmes, où il a dit il faut, et à mon sens c'est justifiable, hein, il faut questionner déjà les algorithmes. Alors il faut aller plus loin je pense que Cardon, parce qu'il ne faut pas questionner les algorithmes pour les algorithmes, il faut questionner les acteurs qui programment les algorithmes. En fait les finalités ou la téléologie des algorithmes, qu'est-ce qui se cache derrière, hein. On parle des algorithmes de plus en plus de façon anthropomorphique, comme s'ils avaient une vie, j'allais dire, indépendante de nous. C'est évidemment complètement faux, quoi. Donc ça me paraît extrêmement intéressant ce que dit ici Escarpit, qu'il faut non seulement connaître le programmeur, mais surtout ses intentions. Le script, en quelque sorte, qu'il y a dans l'objet technologique, pour reprendre un jargon aussi de l'école des mines. Et puis, finalement, si on questionne la finalité aujourd'hui, effectivement, le programmeur, c'est quoi l'intérêt? Un des grands intérêts de l'économie informationnelle contemporaine, c'est effectivement de pouvoir être en mesure, via une médiation algorithmique presque invisible, on ne se rend pas compte que les infos qui nous arrivent ont été pré-mâchées, prélues, le canal, il a été plus loin que préformer le message, hein, c'est-à-dire c'est basé sur de la prédiction, aussi, puisqu'on est dans... C'est quoi l'objectif? Évidemment, c'est le temps de cerveau disponible, c'est ça, hein, le business, alors je caricature un peu, mais de l'économie digitale, en tout cas des grandes plateformes, et elle s'évertue justement via de la prédictibilité basée sur du profilage algorithmique, à nous pousser des informations qui sont censées être celles qu'on a envie de visualiser, et ce faisant, il nous capture, en tout cas, il capture notre attention, et c'est tout. Là, je vous renvoie, évidemment, j'évoque tout ça de façon très rapide, mais c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui portent sur ces questions, et l'économie de l'attention qui, à mon sens, est sans aucun doute un des piliers là, des logiques algorithmiques qu'on peut déplorer évidemment, que ces algorithmes soient essentiellement mis au service de cette économie de l'attention qui caractérise l'économie informationnelle contemporaine. Voilà ce que dit, ce qui me semble extrêmement pertinent pour questionner ce contexte contemporain. Et puis, il y a des limites que pose... moi, je me rappelle cette phrase, elle m'a marqué quand je l'ai lue dans cette phrase, le rêve cybernétique s'évanouit devant l'épreuve du langage. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors je dirais oui et non, parce qu'évidemment on a atteint un degré de développement technologique assez incroyable, mais ce qui est vrai, en tout cas, et ce qui a été mis en lumière notamment sur les limites inhérentes au traitement statistique du langage et à sa restitution, c'est que, là je reprends un vieux livre aussi, d'un sociologue, de Gabriel Tarde, dans Les lois de l'imitation, qui dit qu'effectivement, ça va dans le sens d'Escarpit, c'est impossible de produire fondamentalement de nouveaux énoncés, parce que la statistique inférentielle et probabiliste, qui est le moteur finalement de l'intelligence artificielle, elle est condamnée à l'imitation. Et ça, je trouve ça aussi tout à fait pertinent pour comprendre les limites. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne nous présente pas ça comme de nouveaux énoncés. Donc, il termine son chapitre sur cette phrase en disant qu'une science cybernétique débouchant sur une politique est mutilante. Et l'amputation, en tout cas celle dont il parle, c'est plus celle d'une liberté politique, d'une liberté d'agir, d'une liberté de choix, qui est fortement contrainte par ces dispositifs-là. Voilà, donc je saute du coq à l'âne, mais je vais essayer de les relier. Donc, le littératron porte sur... Donc, vous le savez, on l'a déjà évoqué, le littératron. Donc il fait l'hypothèse justement que la cybernétique, en gros, arrive à passer cette épreuve du langage et qu'on arrive à produire ici une machine à traiter et à produire des énoncés sur la base de la statistique probabiliste, essentiellement. C'est une autre façon de questionner effectivement tout ça. Et surtout, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est le format de ce roman, picaresque, comme il fait référence. C'est pas de l'anticipation scientifique, c'est l'intégration de cette machine. Il la questionne absolument pas dans une autre époque que la sienne. C'est ce qui est très intéressant, à mon avis très heuristique. Et il montre finalement que il sort de ce biais presque, j'allais dire presque fatal dans les études futurologiques ou dans la science-fiction, un biais qui est celui finalement de faire une projection dans un futur fictif qui permet de balayer d'un coup de main finalement l'histoire, les rapports de force, les rapports de domination, les contextes culturels dans lesquels, évidemment, qui vont être déterminants pour l'intégration des technologies dans les sociétés.
Et donc cette inscription, elle montre, alors là aussi, je trouve qu'il lance des pistes intéressantes pour que les sciences de l'information questionnent les processus d'innovation. Il questionne vraiment l'inscription de cette innovation à l'intérieur d'un réseau d'acteurs qui en conditionne la trajectoire, un réseau d'acteurs qui est évidemment contemporain d'Escarpit à l'époque, donc de 1964. Donc on y retrouve des acteurs qui sont un peu tous caricaturés, c'est vraiment assez piquant pour le coup, où on voit une mise en scène assez évidente du pouvoir naïf des ingénieurs, de la démagogie des politiques et des logiques électorales, l'avidité des industriels, l'alibi de l'expertise scientifique et universitaire, on en prend aussi pour notre grade, qui est aussi soumise à la recherche de financeurs. C'est aussi évidemment une critique du libéralisme, c'est pas ce qu'affectionnait Escarpit. Et c'est très intéressant comment il montre les chemins de l'innovation. Il y a des idées qui me semblent tout à fait aussi pertinentes pour comprendre notre situation contemporaine. Je me réfère à Dominique Boulier qui parle d'innovation d'opinion, je trouve ça très intéressant. Finalement, ça rejoint un peu ce qu'on a évoqué en disant à un moment donné sur le grand défi du siècle. À un moment, c'est une innovation d'opinion que de dire qu'effectivement l'audiovisuel remplace le livre. Ça devient une prophétie autoréalisatrice très vite, puisqu'effectivement les financements sont massivement accordés au livre. C'est une stratégie finalement assez politique, assez récurrente. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment il appelle le littératron parce que dans les années 60, c'est le suffixe tron pour électronique qui domine la grande vulgate technologique. Donc si vous rajoutez tron à quelque chose, c'est ce qu'il dit dans son livre, ça devient tout de suite une innovation en fait, avant même que ce soit sorti. Et puis il le dit à la fin de son livre, puisque ça n'est peut-être pas ceux qui n'ont pas lu, mais le littératron finalement, c'est un flop à la fin du livre. Alors, ça marche effectivement, c'est porté par tout un tas de gens, et tout d'un coup, non, finalement c'est terminé. Et à la fin il dit, je sais, pour repartir sur scène, je vais utiliser le préfixe télé qui devient celui qui domine la vulgate. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on regarde, c'est quelque chose qui a été constant, parce que les années 80 jusqu'à 2000, jusqu'à grossièrement l'éclatement de la bulle Internet, c'est le préfixe cyber qui a complètement dominé la vulgate technologique, et puis qui était omniprésente dans les médias. Donc tout ce qui était finalement affublé de cyber, ça devenait tout d'un coup extrêmement innovant et novateur. Et puis les années 2000, c'est l'épithète 2.0, 2005 en fait, quand ça a commencé à travers les conférences, vous savez, de Tim O'Reilly sur qu'est-ce qu'est le Web 2.0. Le Web 2.0 a littéralement supplanté cyber, qui s'est trouvé finalement complètement enseveli par l'éclatement de la bulle spéculative d'Internet au tournant des années 2000. Donc il a fallu créer une nouvelle innovation d'opinion, celle du web social et collaboratif, mais signifiée par ce terme de Web 2.0. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des innovations qui existent derrière toutes ces terminologies qui émergent, mais qu'effectivement elles sont aussi porteuses fondamentalement d'une idéologie. Elles ont la volonté de fixer dans les esprits un imaginaire, et aussi, pour reprendre l'idée de Boulier sur l'innovation d'opinion, effectivement d'exciter les marchés, les investisseurs. Aujourd'hui, les biotechnologies font partie aussi typiquement des gros champs prospectivistes. Voilà. Parce que je parlais du coup, j'en étais à cyber, donc on a eu 2.0, et là, ce qui domine le champ aujourd'hui, et notamment des objets, c'est le terme smart. C'est symptomatique évidemment d'une évolution technologique. Smart, c'est quoi? C'est l'arrivée de l'informatique embarquée dans les objets de la vie quotidienne. Et du coup, quand vous affublez un objet, ou une personne, ou une institution d'ailleurs, du préfixe smart, ça veut dire qu'elle est augmentée computationnellement. 2.0, on voyait plus à une idéologie de la participation, et cyber davantage à l'imaginaire premier, notamment celui un peu aussi du cyberpunk. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste le littératron n'est rien. Ce qui est fondamentalement qui va fixer à la fois dans l'imaginaire et dans la société le littératron, c'est la littératronique. Donc il va créer un institut de la littératronique nationale. Donc le personnage qui est évidemment le porteur de ce projet-là, pour faire en sorte que le littératron et la littératronique deviennent un point de passage obligé. Donc là je prends une phrase, il disait « S'ouvrait le règne de la littératronique dont j'entendais être l'unique prophète ». Donc là aussi on a
c'est vraiment ce que met en lumière ce livre de 64, c'est quand même l'émergence de cette figure, si je peux trouver, du technoprophète et de la rhétorique prosélyte qui le caractérise. Donc lui, il parle d'esbrouf à la technologie, il ne parle pas de technoprophète, mais évidemment, c'est pétri par cette idée, cette figure du technoprophète qui est aujourd'hui devenu un acteur fondamental du développement technologique. Et puis évidemment, il y a cette dimension qui montre très bien, c'est-à-dire que ce qui peut paraître une prophétie et ce qui peut paraître du progressisme est paradoxalement une prophétie qui se réalise parce qu'on l'énonce et une forme de progressisme conservateur, puisque finalement, quand vous énoncez le futur, vous réduisez la matrice de possible, en fait, vous cherchez à monopoliser les espaces de possible du futur. Donc ça me paraît tout à fait intéressant, parce que si on interroge aujourd'hui la futurologie américaine, par exemple, qui est particulièrement vivace sur ce positionnement-là, ce progressisme, il est conservateur, puisqu'évidemment, l'objet, c'est qu'une poignée d'individus puissent s'accaparer les clés du futur et finalement, rendre les individus qui pourraient éventuellement être des acteurs de l'innovation passifs, parce qu'évidemment, il y a des intérêts financiers colossaux. Et on voit aussi, c'est intéressant, les champs d'application de la littératronique et du littératron qui s'appliquent essentiellement aux politiques à travers ce qu'il appelle le ministère de la persuasion. Donc dans le champ, finalement, le littératron produit un discours politique, par exemple, avec très peu de mots qui va faire élire un politicien qu'on a placé comme ça. Le complexe militaro-industriel, parce qu'évidemment, c'est des investissements massifs. Et c'est un champ d'application où on peut aller beaucoup plus loin que dans le civil pour ensuite aller tomber dans le civil. Les industries culturelles, puisqu'évidemment ça porte sur ce qu'il appelle un best-seller robot aussi, un best-seller construit de toutes pièces sur la base des précédents succès. Et puis dans le champ de l'enseignement, qui est aussi, je crois qu'on l'a évoqué, il n'aimait pas l'école, Scarpit, il n'aimait pas l'autoritarisme. Et d'ailleurs, si je reviens en arrière dans Théorie générale de l'information et de la communication, dans le rêve cybernétique, il dit, dans la famille Frankenstein, il dit que l'école a été frappée aussi par cette idéologie de l'homme compatible. Et l'école, d'une certaine manière, a porté un discours après la révolution industrielle de programmation des citoyens, de la volonté de créer un homme compatible à la société dans laquelle il évolue. Voilà, je terminerai juste mon intervention sur la seule citation dans le littératron du mot cybernétique. Puisqu'au début, Mariannette Leguerne, le personnage, le principal protagoniste, est traducteur dans un colloque sur la biocybernétique. Il y a un peu la quintessence de ce que voulait dire avec Scarpit, autant scientifiquement que politiquement, son positionnement par rapport à ces machines. Il dit du transfert de la biocybernétique sociale jaillissait toute une floraison de techniques ingénieuses permettant de gouverner, d'orienter, d'intoxiquer, de vider, de laver, désinfecter, rénover, activer, débrancher, déconnecter, court-circuiter et déphaser tant l'esprit des foules que celui des individus pour le grand bien de l'ordre social établi. Voilà, merci.